De retour sur la chaîne Basket Session Reverse avec nos cernes, nos petites heures de sommeil, mais toujours au rendez-vous pour débriefer l'actualité NBA avec un match cette nuit. Mais quel match aïe. Il y a eu une très 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 belle rencontre entre Denver et Los Angeles. Victoire des Nuggets 113-111, ça fait 4-0, c'est le coup de balai. Les Nuggets sont en finale NBA, Shai, première finale de leur histoire. Euh, Est-ce que ce match t'a fait vibrer? J'imagine que oui. Et qu'est-ce que tu retiens en particulier de cette rencontre? Mais comme je me demande si c'est pas la série qui s'est finie sur un sweep la plus Serré. intéressante et la plus Ouais. divertissante, parce que on a tapé fort sur les Celtics hier parce qu'ils sont menés 3-0 en ayant des sautes de concentration, d'intensité, tout ça qui sont catastrophiques. Les Lakers, avec tout le mal qu'on a pu dire d'eux en première partie de saison et les doutes qu'on a pu avoir après, ils ont fait 4 matchs compétitifs où ils auraient pu en prendre au moins 2, dont celui-là où ils ont eu jusqu'à 15 points d'avance à la mi-temps. Où ils se sont un petit peu effondrés, mais ils ont quand même réussi à ce que le suspense dure jusqu'au bout. Et ouais, cette série, elle était étonnamment intéressante pour un 4-0 parce que il y a un très très gros niveau de jeu avec des grosses individualités. Les deux collectifs dans leurs registres très différents ont été bons. Et je m'étonne de dire ça, mais je suis presque triste pour les Lakers qu'ils aient pas pu prendre un match parce que je pense qu'ils méritent d'en prendre un. Et la façon dont on va analyser ou même plus tard regarder cette série, on se dira bon bah voilà, ils ont pris 4-0, les Nuggets sont archi dominés, et voilà, mais je pense qu'il faut donner du crédit aux Lakers et féliciter les Nuggets et Jokic qui sont fantastiques, quoi, et on espère que ça continue pour eux après comme ça. C'est la première fois que LeBron James s'est sweepé avant les finales sur une série de playoffs. Ouais. Et pourtant, il a vraiment tout donné pour sauver l'honneur. Pour le coup, LeBron qui termine avec 40 points, 10 rebonds et 9 passes, 40 points, mais surtout 31 en première mi-temps en fait. Ouais, il était Il inarrêtable en a, première. Ouais. voilà, ça, mais du coup, voilà, en première, il a vraiment pris le dessus sur ses adversaires. On a senti après, par contre, qu'il y avait un peu moins de jus. Ouais. Il rate les 2 paniers pour l'égalisation sur la dernière possession, enfin, pas sur la dernière possession. Il rate 2 paniers pour l'égalisation dans la dernière minute, dont la toute dernière possession où il se fait contrer par Aaron Gordon. Ouais, ils sont venus à 2 avec Jamal Murray, c'était intéressant Avec parce que Jamal Murray. Ouais. Jokic était il avait un problème de faute depuis déjà pas mal de temps, il avait 5 fautes et LeBron a essayé une nouvelle fois de l'attaquer et Gordon et Murray qui ont été super là-dessus, l'ont empêché d'égaliser et d'emmener le match en prolongation. Il manquait peut-être un peu d'énergie à la fin, LeBron. Ouais. On sent que voilà, 38 ans, ça commence à peser dans les jambes, mais il sort encore une très belle perf. Juste avant qu'on parle du match, quand même, la saison des Lakers, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi déjà sur la série. Hein, c'était une série très intéressante pour un sweep. Et surtout, au final, j'ai l'impression que les Lakers peuvent vraiment partir la tête haute. Voilà, je sais que LeBron, Anthony Davis, ils vont dire évidemment que leur objectif, c'était le titre et qu'il n'y a que le titre ou rien. Mais honnêtement, quand tu commences une saison à 2 victoires en 12 matchs, qu'aussi longtemps tu es loin au classement, que tu finis par te qualifier à l'arrache au play-in après avoir complètement chamboulé ton effectif, d'aller aussi loin et au final de vraiment faire bonne figure contre une équipe qui est, je pense, très, 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 très forte, une équipe de Denver très, très, très forte. Il y a vraiment du mérite du côté des Lakers, du côté de Darvin Ham, du côté de LeBron James, du côté d'Austin Reeves, d'Anthony Davis et tous ces gars-là. Ils ont vraiment fait au final une belle saison. Bah, s'ils déconnent pas, il y a des promesses pour la saison prochaine, hein, dans tous les cas. Sauf que faudra voir, ce sera bien temps de revenir sur ce qui se passera après, sur ce que LeBron a dit à la fin de la conf de presse. Mais je suis d'accord, j'étais parmi vraiment, vraiment les plus sceptiques. J'avais dit que même le trade d'avant deadline, même les trades et tous les mouvements, c'était trop tard pour moi. Et au final, les changements opérés ont été extrêmement bons et j'ai été vraiment très, très positivement surpris par rapport à ce qu'ont fait les Lakers, même sur ce 4-0. Je vais revenir du coup sur le match. Donc, il y avait 15 points d'avance à la mi-temps, comme tu l'as dit, 15 points d'avance pour Los Angeles. Denver revient avec un très gros troisième quart-temps, 36-16 dans le troisième. Ouais. Gros impact de Jokic. En fait, Jokic finit à 30 points, 14 rebonds, 13 passes. C'est son 8e triple-double des playoffs, donc c'est un record NBA. Il vient de battre un record de Wilt, et généralement, quand tu bats un record de Wilt Ouais. Chamberlain, ça te classe un bonhomme. Vraiment, dans le troisième quart-temps, on a senti, en fait, il n'y a personne dans cette ligue qui peut ralentir, enfin, qui peut gêner vraiment Nikola Jokic, ou en tout cas défendre sur lui. Quoi. Pas Sa durablement en tout cas. présence, c'était une espèce de rayon de soleil, mais un peu massif, qui a vraiment pris le dessus sur Los Angeles. Quoi. Et beaucoup de fans des Lakers espéraient qu'Anthony Davis, tu vois, excellent défenseur, hein, mais en fait, Anthony Davis, c'est pas forcément un défenseur de 1 contre 1 sur un mec aussi solide et costaud
que Jokic. Enfin, il y avait vraiment zéro solution quoi, à ce moment-là. Non, mais il a pu. Enfin, je veux dire, Jokic a été capable de tolérer le fait qu'il allait se prendre un contre ou deux de temps en temps. Mais il savait que le reste du temps, il serait pas gêné plus que ça. Davis, il a beaucoup de mérite défensivement. Il a tenu la baraque pour les Lakers pendant tous les playoffs. Ça c'est incontestable. Mais comme tu dis, Jokic, c'est fou. J'aurais pas, quand tu prends son début de carrière et même les premières saisons où il se révèle, j'aurais jamais, je pense, pensé dire de ce joueur qu'il était indéfendable. C'est-à-dire qu'il est indéfendable quand il est en mode finition et scoring, il est indéfendable. Et quand il est gêné là-dessus, il a le playmaking qui est capable de le secourir. Il est absolument invraisemblable. Et pour citer Théo, avec qui on parlait tout à l'heure, je pense vraiment aussi que c'est l'un des joueurs les plus forts et complets et dominants que j'ai pu voir jouer, je pense, presque toute ma vie, quoi. Mais on en a vu des beaux, hein, mais là, juste, c'est peut-être la culture de l'instant, hein. C'est peut-être parce que c'est récent qu'on vient de le voir qu'il est sur une lancée totalement historique en termes de stats et de ce qu'il fait avec son équipe. Mais je suis déjà en train de me poser des questions pour les prochaines années, pour comment on va classer ce mec-là dans l'histoire de la NBA. Ça va dépendre beaucoup de ce qui va se passer après, hein, des finales et des saisons qui vont s'enchaîner. Mais on en reparlera, mais il est vraiment en train de marquer la NBA de son empreinte. Je me projette très brièvement, mais effectivement, en cas de titre de Denver, on sera sur un des parcours individuels les plus forts, et il ne faut pas avoir peur des mots, les plus forts de tous les temps pour un joueur, pour une star d'une équipe. C'est-à-dire que là, par exemple, Jokic, ses moyennes, je lui donne, il est à 30 points par match, 29,9, 53% au tir, 47% à 3 points, 13 rebonds, 10 passes, il est en triple-double de moyenne sur les playoffs. Et donc 8 triple-doubles, c'est un record. Il va sans doute j'arrive pas à imaginer un monde où il ne prend pas au moins un triple-double en finale. Et sur ces 8 triple-doubles, il y a 7 victoires de Denver. C'est pas du stat padding, c'est vraiment, il y a un impact sur le jeu, il pèse. Il a été accusé de stat padding, c'est ça le pire. Et lui, alors que le mec ne sait même pas où il en est, je pense, en termes de stats pendant les matchs, il en a rien à secouer. Et là, le fait qu'il fasse des stats, mais que ça fasse gagner, parce qu'en saison régulière aussi, à chaque fois qu'il y a une stat sur plusieurs années où dès qu'il fait un triple-double, ça se matérialise par une victoire. C'est quand même significatif. On a vu des joueurs en triple-double là où pour le coup ça pouvait ressembler à du stat padding, mais là c'est pas le cas. Il est juste phénoménal. Il est moins en difficulté que ce que tout le monde disait en défense. Il est encore meilleur que ce qu'on pensait en attaque et à la création du jeu. Son shoot à 3 points, tu vois, les 47% à 3 points, et puis il rentre des shoots. C'est pas, il est pas ouvert tout seul. Il arrive à mettre les shoots super compliqués en fin de possession. Qui peuvent être écœurés. Ouais. Il en met un sur la tête de LeBron là, en tombant à moitié à 3 points. Ouais, et celui-là, tu le prends, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus en tant que défenseur, en fait? C'est ça. Et pareil, une dernière fois, pour reciter Théo pour la conversation de tout à l'heure, il parlait du fait que ça lui faisait penser à Larry Bird. Mais il y a de ça, en fait, hein. Sur plein d'aspects du jeu, sur ces shoots-là, cette manière de shooter et cette qualité de passe avec les yeux dans le dos, il y a quelque chose de l'ordre de Bird. C'est pas forcément le joueur auquel on l'aurait comparé de base parce qu'ils sont pas au même poste, mais ça commence à le faire, je trouve. Il rend la vie des autres tellement plus facile. Je pense que ça doit être un régal pour tous ses coéquipiers de jouer avec lui, mais pour leur donner aussi du crédit à ses coéquipiers, notamment au Gordon, au Kentavious Caldwell-Pope, au Murray, c'est pas des plots, si je peux me permettre, en attaque. Il y a des équipes avec une superstar où des fois les role-players vont se contenter vraiment de rester en périphérie, derrière la ligne à 3 points. Ils ne vont pas avoir ce réflexe de mouvement. Là, pour le coup, tu vois, Kentavious Caldwell-Pope, c'est un shooter, il a des tirs ouverts grâce à Jokic, mais il n'hésite pas des fois à couper dans le dos de la défense. Pareil pour. Alors, bon, Gordon, c'est pas un shooter, mais voilà, je pense à des équipes comme les Rockets, par exemple, même si c'était pas la même superstar, parce que c'était Harden, c'était pas un pivot, il créait pas du jeu de la même manière. Mais voilà, souvent, ce qu'on reproche aux Rockets, c'était la stagnation en attaque, les Tucker, les Mba Amouté, les Ariza qui bougeaient pas un gramme. Là, eux, vraiment, il y a toujours du mouvement en attaque et Jokic, il sait exploiter ça à merveille. Il va toujours lire correctement le jeu. C'est un régal. Ça doit être un régal pour eux, c'est un régal pour nous à regarder et c'est un cauchemar pour les défenses. Mais tous ses coéquipiers le disent que c'est la manière dont il joue au basket est contagieuse pour tout le monde et ils n'avaient pas tous pratiqué ce style de basket. On parlait d'Aaron Gordon. Pour le coup, moi, pour avoir suivi Orlando pendant vraiment des années quand il était là, sur le coup, tu te dis, ouais, ça peut être ton franchise player parce qu'il a des qualités athlétiques phénoménales. Ça peut être un two-way player. Enfin, son coach, je sais plus quel coach, c'était Scott Skiles ou celui d'après qui disait ça peut être Paul George.
Je sais plus lequel qui avait dit que ça pouvait être Paul George, et du coup, il y avait un peu cette presque blague récurrente sur lui. Ah ouais, c'est Paul George de Wish, un peu, tu vois. Et au final, là, on le voit que c'est un two-way player. Il est exceptionnel en défense. Franchement, je pense qu'il faut pas, il n'y a pas d'euphémisme. Il est exceptionnel en défense et il apporte en attaque quand il faut. C'est-à-dire que ça reste un attaquant plus que correct, très athlétique. Il shoot. Il a été excellent hier soir. Ouais, mais il a été excellent hier soir. 22 points. Il est excellent depuis qu'il est à Denver, je trouve. C'est vraiment le mec qui leur a donné une autre dimension. Et le fait que. Il le disait lui-même, en fait. C'est encore une fois un joueur qui a besoin d'être dans une certaine structure, un certain rôle. Tous ces joueurs qu'on annonce comme des stars dans un premier temps, ils ont juste parfois besoin d'être au bon endroit, au bon moment, et pas forcément d'être dans le premier rôle. Et Aaron Gordon, c'est clairement ça. La défense des Lakers l'a pas mal ignoré voilà. Il faisait pas une très bonne série offensive, lui, pour le coup. Il manquait de réussite par rapport aux 2 premières séries. Du coup, la défense des Lakers l'ignorait à peu près en attaque et il les a fait payer pour le coup. Il a fait payer en mettant des 3 points, en mettant des tirs à mi-distance, avec des coupes. Il a pris plus de tirs que sur les matchs précédents. Il finit à 22 points, 9 sur 14, 6 rebonds, 5 passes, 2 contres. C'est clairement l'un des facteurs X de ce match du Game 4. C'est l'histoire de cette série, de ces playoffs pour les Nuggets. C'est-à-dire que les role-players dont tu parlais, ils sont capables de step up quand il faut. Même si là, Aaron Gordon, il n'avait pas pris beaucoup de tirs avant, là, aujourd'hui, il est là. Michael Porter Jr., il n'a pas besoin, même s'il a un profil d'attaquant un peu forcené, ultra doué, que tu imagines bien dans une équipe faible prendre 25 tirs par match, il a fait évoluer son jeu, il a compris son rôle. Je voyais son père sur Twitter qui faisait une tirade pour remercier Jokic de la façon dont il avait aidé à faire progresser son fils. Et que, il y a plein de trucs comme ça qui font que les role-players autour, effectivement, c'est pas des plots et c'est des super joueurs. Les Jamal Murray qui franchit un palier, Aaron Gordon, Bruce Brown en sortie de banc, je le répète tout le temps, j'adore ce mec. Je comprends pas comment Brooklyn a laissé filer à l'époque. Les Nuggets sont armés jusqu'aux dents et ils ont une bonne tête de favori, quoi. D'ailleurs, Jamal Murray, je vous invite à écouter le podcast d'hier qu'on a posté sur la chaîne. Donc, on parle de Miami en longueur et on parle aussi de Jamal Murray. Murray qui fait d'excellents playoffs et qui encore hier soir à 25 points. Il met des tirs importants un peu aussi à plusieurs moments du match quand Los Angeles a l'avantage, justement quand les Lakers sont devant et voilà. C'est souvent Murray, il a mis quelques tirs difficiles pour justement que l'écart. C'est même pas revenir au score en fait, c'est empêcher que le score s'alourdisse et ça te permet de rester dans le match. Et derrière, voilà, pas de précipitation, tu sais que tu as du temps, tu sais que tu peux revenir, tu n'as pas besoin de forcer des 3 points. Et les Nuggets, petit à petit, voilà, ils ont passé l'accélérateur dans le 3e quart-temps, mais ils ont réussi déjà avant à ne pas paniquer et à ne pas laisser Los Angeles prendre 25-30 points d'avance, où là, par contre, tu sais qu'à ce moment-là, il faut quasiment un miracle que ton adversaire se relâche complètement pour que tu reviennes, quoi. Ça ressemblait à un scénario comme ça. Dans le match. Ça ressemblait à un scénario comme ça. Quand tu vois le match, tu te dis, bon, allez, il y a la réaction d'orgueil des Lakers. Les Nuggets, ils vont pas forcer. Ils vont se dire, on va finir là, on va boucler l'histoire à domicile. Et c'est ça qui est fort aussi, je trouve, c'est d'avoir ce regain d'énergie et d'intensité dans le 3e quart-temps, alors que le match, il te semble perdu. Tu vois. Effectivement, il y a plein d'équipes, je pense, qui seraient dit, bon, allez, on va reposer Jokic, on va peut-être reposer Murray. Enfin, on tente un run au début, voir si ça marche, et puis après, rideau. Là, ils ont tenté ce run, ils l'ont réussi. Et quand ça s'est resserré, ils ont encore été mentalement au-dessus, et plein de sang-froid, d'efficacité. C'est clinique, hein, ces Nuggets, ils sont cliniques et ils ont le flegme et le calme de leur franchise player qui est jamais paniqué, jamais en stress, jamais paniqué et qui fait tous les bons choix, quoi. Et ils arrivent, alors c'est aussi, il faut rendre du coup hommage à Michael Malone, mais ils arrivent à s'ajuster vraiment en cours de match parce que Darvin Ham, il est arrivé avec deux ajustements notamment qui ont été payants. Il sort D'Angelo Russell du 5, ça on en parlait, fallait que ce soit fait, ça marchait plus. Voilà, Russell il est sorti du banc et du coup Los Angeles a quand même nettement mieux démarré. Comme on l'a dit, il y avait 15 points d'avance à la mi-temps. Il a lancé Tristan Thompson, improbable, mais Tristan Thompson qui a eu un bon impact. Je me suis demandé quand j'ai vu rentrer, vu que j'avais baissé le son pour pas réveiller à côté. Je me suis dit, mais c'est qui le mec qui vient de rentrer là? Et après quand même avec les gros plans, j'ai reconnu Tristan Thompson, hein, mais grosse surprise, Game 4 d'une finale de conférence, tu ressors Tristan Thompson, c'est un peu le coup de poker désespéré. Ça a été pas mal, hein, d'ailleurs, il a été très très correct. Hein. Il fait des bons choix, Darvin Ham, mais du coup,
les Nuggets, mine de rien, en cours de jeu, s'ajustent à ce qu'il leur est proposé, au nouveau line-up qu'il leur est proposé, Mm. à la configuration de l'adversaire, pour quand même finir toujours par trouver une solution, en fait. Il y a toujours une réponse à un moment. Le seul C'est, choix, le seul choix que Darvin Ham n'a pas vraiment fait ou qui n'a pas réussi à imposer, si toutefois il l'a en tête, on le dit encore à chaque fois aussi, mais Austin Reeves doit prendre plus de tirs et doit être plus alimenté en attaque, elle doit avoir plus de marge de manœuvre parce que hier, je te disais, mais il prend que 10 shoots, c'est pas possible, il rentre 7 ou 8 tirs sur 10 et il doit en prendre plus que 10 et là il en prend 11. Je veux dire, c'est pas encore suffisant et il a encore un bon pourcentage et c'est encore le joueur le plus agressif offensivement quand il a le ballon en main. C'est comme tu le dis tout le temps, c'est peut-être leur meilleur joueur de pick and roll ou en tout cas une option plus que crédible derrière LeBron. Il y a plein de trucs qui font qu'il doit être plus responsabilisé. Ça va être aussi un des trucs à surveiller l'année prochaine s'il est encore là. Mais là sur ce match-là, pour moi il doit prendre plus que 11 tirs parce que surtout dans le money time, en fait. Je trouve que dans le money time, c'est paradoxal, parce que c'est le moment où tu as envie que ton meilleur joueur ait la balle. Donc, c'est le moment où tu aurais le plus envie que LeBron ait la balle. Mais je pense que LeBron, il était cuit à ce moment-là. Donc, comme je le répète, il fait 1 sur 6 dans le 4e quart-temps, alors que tout le reste du match, enfin, surtout en première mi-temps, il a dominé. Même à 3 points, d'ailleurs, il était bon. Ouais. Et en fait, Reeves, alors il met un 3 points ou c'est une passe. Celui-là, il faut lui enlever des. C'est une grosse touche pour un alley-oop et là-bas, c'est le genre de panique que tu rêves de marquer. Mais oui, mais alors que Reeves, en fait, je le trouve tranchant et je le trouve imprévisible quand il a la balle. Il a une diversité, c'est-à-dire qu'il peut. Si tu laisses trop d'espace après le pick and roll, il va pouvoir shooter à mi-distance. Il a vraiment un bon jump shot en suspension. Il peut finir près du cercle, il a une capacité à provoquer des fautes. Si tu passes sous l'écran, c'est un très bon. Au final, c'est un bon shooter à 3 points. C'est pas sa spécialité. Il y a le cliché de l'arrière blanc de se dire que c'est un shooter. C'est pas un shooter, Austin Reeves. Par contre, il met des shoots. C'est-à-dire qu'il met des shoots notamment en sortie de dribble, en spot-up. Il peut faire vraiment plein de choses. Et je trouve qu'en fin de match, il a un espèce de jus, une espèce de hargne, un espèce de sang-froid ou de. Soit c'est du sang-froid, soit c'est une espèce d'insouciance, même les deux. Mais vraiment, je pense que c'est une option qui aurait dû être plus exploitée en fin de rencontre pour parce que tu vois LeBron et même Anthony Davis. Il prend qu'un tir dans le 4e quart-temps et il le met. Les deux, LeBron et Anthony Davis sont clairement fatigués. Davis, offensivement, il avait plus de jus pour faire des choses. LeBron, on l'a vu aussi, et on peut le comprendre, 40 pions, il a fait un énorme match, il avait plus de jus à la fin. Et c'est encore à chaque match, c'est Reeves le plus tranchant offensivement en fin de match, et c'est celui qui en met le plus. Et là, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu. Dans tous les cas, lui, c'est le grand gagnant de la campagne des playoffs et de la fin de la deuxième partie de saison. Je veux dire, on a vu un mec. Il va prendre un contrat max. Il va prendre un contrat max. Ce matin, j'écoutais un extrait du podcast avec Austin Rivers. Et je sais pas, ils ont fait une comparaison entre lui et Jordan Poole. Le mec en face, son interlocuteur, il lui a dit: tu prends qui, Jordan Poole ou Austin Reeves? Et attends, mais le truc, c'est que la question peut se poser vu la différence de contrat, mais en gros, il expliquait à Rivers la différence entre les deux, c'était que Poole, techniquement, il était 10 niveaux au-dessus sur ce qu'il est capable de faire techniquement. Mais par contre, l'autre, il a dit c'est le joueur le plus agressif offensivement que j'ai jamais vu quasiment. C'est un mec, au combat, il peut réussir absolument tout ce qu'il veut sur un terrain de basket, quoi. Mais tu sais, même techniquement, en fait, je pense qu'il est encore sous-estimé. Parce que moi, je vois, en fait, il a cette image underdog, le undrafted player qui arrive et qui dépasse son. Mais en fait, il est fort techniquement. Je pense vraiment qu'il est encore sous-estimé. Et c'est un mec qui a progressé en cours de saison et qui va progresser encore, et notamment techniquement, justement, sur tous ces aspects-là, et qui a un vrai potentiel de joueur à 20 points plus par match. Il ne faut pas que ce soit un franchise player. Je ne le vois pas jusque-là. Par contre, si tu as 2 très bons joueurs autour, comme c'est le cas pour les Lakers, tu vas avoir t'as une vraie 3e option. Et j'espère que les Lakers ne vont même pas hésiter à lui donner au final. Enfin, de toute façon, c'est simple. S'il ne lui donne pas, quelqu'un d'autre le donnera à Austin Reeves et ils s'aligneront. Mais moi, je pense qu'il va prendre les 98 millions sur 4 ans qui l'attendent bien sagement. Et je pense qu'il continuera à progresser après ça. J'espère qu'il ne s'en contentera pas. Mais c'est un vrai bon joueur. Ouais, mais ça va dépendre de ce que veut LeBron aussi, parce qu'on a vu le petit coup de pression en fin de conf de presse où tout le monde s'est alarmé. Est-ce qu'il va prendre sa retraite et tout. Enfin, je dis ça, moi, j'ai même écrit une news dessus pour le signaler qu'il l'avait dit. Mais ça ressemble encore à un coup de LeBron qui veut contrôler un peu la narration. Un petit doigt d'honneur à Michael Malone. Ah ouais, tu trouves qu'on
parle pas assez de ton équipe et qu'on parle que de nous, bah tiens, même à 4-0, on va reparler de nous parce que je vais laisser planer le doute en disant, enfin, c'est quoi la phrase? Il dit, je dois réfléchir à beaucoup de choses sur le plan personnel et sur le fait de continuer à avancer dans le basket, sous-entendu ou pas. Et le jour de la retraite de Carmelo Anthony, en plus, son pote. Mais pour moi, je sais pas toi, mais ça ressemble juste à un énorme coup de pression en disant les gars, l'année prochaine, vous avez intérêt à faire all-in pour pas à me faire venir les mecs que je veux pour pas qu'on se reprenne un 4-0 en finale de conférence. Quoi. Ouais, je pense qu'il y a un coup de pression envers les dirigeants. Il y a très clairement une. C'est simple, hein. À partir du moment où tu annonces ça, tu sais que dans les médias, US notamment, et je pense surtout aux médias télé, tu sais qu'il y aura 2 heures de débat, non pas autour des Lakers qui se sont fait sweeper, non pas autour des Nuggets qui se sont qualifiés pour leur première finale de leur histoire, mais de est-ce que LeBron doit continuer, est-ce que LeBron va continuer, est-ce que LeBron est encore le meilleur joueur du monde, bla bla bla. Toute la narration va être autour de ça, les Stephen Smith, les Kendrick Perkins. Donc c'est un move de com très 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 intelligent. Maintenant, il ne faut pas être dupe, il est encore très fort. Son fils est censé arriver dans 1 an. Je ne vois pas pourquoi il arrêterait 1 an avant la possibilité de jouer avec Bronny, alors que ça fait des années qu'il répète que son objectif, c'est de jouer avec son fils en NBA. Donc non, évidemment, c'est un coup de pression. En plus, c'est la news, il y a une news de Chris Haynes qui est sortie juste après qui dit sa présence à la rentrée 2023-2024 n'est pas garantie. Mais en sachant que Chris Haynes, c'est toujours celui qui relaye les coups de pression et pas forcément toujours les stars news. NBA. Voilà, c'est lui qui avait relayé le dernier coup de pression de Damian Lillard où on s'est dit pour la première fois, il va demander son trade. Mais comme par hasard, derrière, rencontre au sommet avec les dirigeants. Donc je pense que là, c'est du même ordre. Si LeBron n'avait pas dit 70 fois, je veux être le premier à jouer avec mon fils, je peux encore gagner des bagues. J'aurais peut-être accordé un peu de crédit à ce truc-là, mais entre le fait qu'il arrive encore à jouer à ce niveau-là, qu'il a des choses à aller chercher, et je pense vraiment que c'est un coup de pression et pas plus que ça. Puis c'est de la déception, il vient de prendre 4-0, son pote Melo qui arrête ce jour-là, je pense qu'il voilà, il y a la frustration ou de la défaite, ça reste un énorme compétiteur. C'est encore une fois, je le redis, c'est quand même très fort ce qu'ont réussi à faire les Lakers, de revenir jusque-là. Et au final, ils ont vendu chèrement leur peau dans cette série. Et donc, on a donc Denver qu'on retrouvera en finale. Les Nuggets plus que jamais favoris pour le titre, je pense. Leur adversaire, ils le connaîtront peut-être dès ce soir, parce que ce soir, il y a le Game 4 entre Miami et Boston. 3-0 pour Miami. Là, pareil, on attend quand même une réaction d'orgueil de Boston. On débriefera ça ensemble demain et on verra bien si on aura plusieurs jours de sommeil jusqu'au final. Miami venait aussi à terminer cette série. Donc voilà, c'est pas qu'on veut faire du favoritisme, mais si Miami pouvait se qualifier dès maintenant, et puis voilà, puis après on se repose un peu, mais on sera évidemment là de toute façon au rendez-vous, qui est match ou pas match. Il y aura un CQFR tous les jours de la semaine et le lundi, gros bilan du week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, ce que vous voulez. On les lit, on fait gaffe. Donc voilà. Tu vois tous. Ce soir, Antoine. Ce soir, évidemment, pardon. Ce soir, late session. Donc soyez au rendez-vous, 23h, late session sur Twitch. On va se régaler, c'est plus chill, c'est plus cool. On parle avec vous, on parlera de ce que vous voulez. De toute façon, ça fait bien longtemps qu'on prévoit plus de sujets, donc faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, venez, soyez au rendez-vous. Ciao à tous. Ciao.